Après Pointe-à-Pitre, Cayenne puis Fort-de-France ont été les deux dernières étapes du voyage présidentiel dans le Nouveau Monde. Mais ici, de l'autre côté de l'Atlantique, où l'on s'appelle Bonaventure, le Lorrain, Élodie ou Joséphine, c'est un vieux coin de France que le général de Gaulle a visité. Des terres où l'on parlait français avant que Louis XV fût né. Parti pour son dernier tour du monde, le navire-école Jeanne d'Arc fait escale dans la baie des Flamands. Fort-de-France n'est pas autre chose qu'une préfecture où des Français accueillent avec enthousiasme leur président. Une visite à l'abbaye de Saint-Denis, curieux pèlerinage pour Jean-Charles. Mais on peut être l'auteur de la foire au cancre et savoir néanmoins que l'on célèbre cette année le 400e anniversaire du 1er avril et qu'on le doit à Charles IX. Cela valait bien une gerbe sans doute. D'autant que dans son nouveau livre, L'école des malins, Jean-Charles vient de faire l'inventaire de ces 4 siècles de poissons d'avril. Un ouvrage dangereux qui pourrait bien être à l'origine d'un renouveau de ces bonnes vieilles farces dont il semble qu'on ne saurait jamais se lasser. Réunis dans la baie de Cancale, une centaine de bateaux de pêche ont renoué avec une tradition oubliée depuis 18 ans. Au coup de fusil du garde-côte, comme autrefois au coup de canon, les pêcheurs ont commencé à draguer les fonds pour en extraire les huîtres qui s'y multiplient naturellement. C'était jadis un privilège des pêcheurs de la région d'être périodiquement autorisés à réaliser cette opération qui ne comportait qu'une seule obligation, ne conserver que les grosses pièces. Après 18 ans, les pêcheurs de Cancale ont pu revenir avec les bourriches pleines de ces huîtres géantes, nommées pieds de cheval, dont certaines ont 100 ans d'âge, ce qui, paraît-il, ne les empêche pas d'être appréciables. Et pour que la tradition soit tout à fait respectée, la liesse a régné dans tous les bistrots du port. Le week-end pascal a été endeuillé par le terrible séisme qui a ravagé le sud-est de l'Alaska. Ces images d'Anchorage donnent une idée de la violence de la catastrophe. Chaussées bouleversées, maisons effondrées, énormes crevasses témoignent de l'étendue du drame. Heureusement, la plupart des habitants avaient eu le temps à la première secousse de sortir de chez eux et de se mettre à l'abri. Anchorage, la plus grande ville de l'Alaska, est une escale importante pour les lignes aériennes qui empruntent la route du pôle. C'est en même temps le 3e aéroport du monde. C'est enfin une des plus importantes bases stratégiques de l'armée américaine. Le tremblement de terre de l'Alaska est l'un des plus violents qui se soit jamais produit et c'est un miracle que l'on ait à déplorer aussi peu de victimes si l'on sait que cette ville, à présent en ruine, compte 100 000 habitants. Dans notre monde, où le standing d'une nation dépend de l'importance de sa production, de la capacité de ses usines, du degré de modernisation de son équipement, les investissements sont une nécessité constante. Le développement des industries des matières plastiques, domaine nouveau, où l'extension des industries de base, comme les cimenteries qui voient sans cesse croître la demande en fonction des besoins de la construction, implique un grand mouvement de capitaux. Réunir ces capitaux pour ensuite les faire participer au financement des entreprises de tous ordres est la raison d'être du Crédit national, qui apparaît comme un des ressorts essentiels de l'économie française. Ces prêts conditionnent la nécessaire marche en avant de la production en permettant l'extension des entreprises, aussi bien que le perfectionnement de l'automation qui a pour corollaire la productivité. Assouan, ville du Haut-Nil, est aujourd'hui l'immense chantier d'une des grandes réalisations techniques de notre époque. Une fois terminé,
les travaux du barrage commencés en 1960, la montagne de granit haute de 111 mètres donnera naissance à un lac artificiel qui sera le deuxième du monde par sa superficie. Il s'agit là d'une entreprise gigantesque. Le canal de déviation exige à lui seul le dégagement de 9 millions de mètres cubes de roches. Développer l'irrigation sur 1 million d'hectares, produire 10 milliards de kilowattheures, tel est le but de cet ouvrage qui est à l'Égypte d'aujourd'hui ce que le temple de Luxor, gardé par les 2 statues monumentales de Ramsès II, fut à l'Égypte d'il y a 3000 ans. C'est en 1883 que les travaux de l'égyptologue français Maspero avaient rendu le temple au jour. Mais la célèbre avenue des Sphinx, qui le reliait sur 3 km au temple de Karnak, n'est pas encore complètement dégagée des 20 mètres de poussière et de terre qu'il avait recouvertes au cours des siècles. 32 figures de pierre apparaissent sur les 1400 qui s'échelonnaient de 5 mètres en 5 mètres, tout au long de cette voie qui vit passer les impressionnantes processions religieuses de l'ancienne Égypte. J'ai construit cette route en l'honneur de mon père parmi les arbres et les fleurs, disent les hiéroglyphes. Œuvre d'Amenophis III et de ses successeurs, l'avenue des Sphinx émergera bientôt des 30 siècles où elle s'était perdue. Économiser l'eau, c'est ce que criaient il y a peu de temps encore tous les murs de Hong Kong. 3,5 millions de personnes vivent sur ce territoire qui ne possède aucun lac naturel, pratiquement pas de source ou de puits pouvant assurer les besoins indispensables à la vie de l'homme. Boissons, hygiène, industrie. Seules les pluies alimentaient quelques réservoirs déjà insuffisants pour une population en perpétuelle augmentation. En saison sèche, Hong Kong ignorait l'eau à volonté. Elle était distribuée parcimonieusement et seulement quelques jours par semaine. Le territoire était alors amené à importer à grands frais l'eau par bateau-citerne. En 1959, une société française entreprit la construction d'un barrage destiné à constituer un réservoir pour les eaux de ruissellement. C'est dans une île voisine que ce barrage de 5 millions de mètres cubes de terre a été dressé. L'eau de pluie est récoltée sur un versant de la montagne. Sur l'autre, 20 km de tunnels concentrent l'eau dans un réservoir de 22 millions de mètres cubes. Et c'est ainsi que, il y a quelques semaines, le drapeau français flottait à côté du drapeau britannique quand le gouverneur de Hong Kong inaugura les installations. Hong Kong dispose maintenant d'un cubage d'eau de pluie représentant à lui seul 50% de la capacité de stockage existante à ce jour. Ainsi, la technique française contribue au développement de l'équipement économique des pays d'Extrême-Orient.